Voici un avis de disparition. Voici un avis de disparition. Un homme âgé de 67 ans a Il quitté a à de pied courts son cheveux domicile. châtain clair et Au porte moment des de sa lunettes. disparition, il portait un pantalon de training. Le vendredi bleu 4 foncé. avril, Il ne s'est plus manifesté depuis. Couleur acajou, il est malentendant et s'exprime avec il ne s'est plus difficulté. manifesté depuis. Au moment de sa disparition, il portait un pull à capuche noire, des baskets blanches et probablement un pantalon noir. Ceci est un avis de disparition. Chaque année, 1200 disparitions inquiétantes sont signalées en Belgique. 5% de ces personnes disparues ne sont jamais retrouvées. Quels sont les parcours de vie derrière ces avis de disparition que l'on découvre après le journal télévisé? Derrière ces hommes, ces femmes comme évaporés de notre société. Nous avons décidé de vous raconter l'histoire de ces disparus, mais aussi de leurs familles et des enquêteurs engagés à leur recherche. Je m'appelle Gaëtane Van Kerkom. Aujourd'hui, je vais vous raconter la disparition tragique de Nicolas Robin, un étudiant de Louvain-la-Neuve en 2013. Pour en parler, j'ai rencontré sa maman, ainsi qu'un enquêteur engagé à sa recherche. J'aurai aussi à mes côtés pour nous éclairer le commissaire David Rimaud de la cellule des personnes disparues de la police fédérale, créée il y a 30 ans, après la disparition de Julie, de Mélissa, d'Anne et d'Effieux. Ce sont les vacances de carnaval en ce mois de février 2013. Contrairement aux écoles primaires et secondaires, les universités ne sont pas en congé, mais l'ambiance est légère à cette période de l'année sur le campus de Louvain-la-Neuve, comme sur les autres campus d'ailleurs. La session d'examen de janvier est derrière et les examens de juin sont encore loin. Bref, le moment idéal pour profiter de la vie universitaire sans trop de pression. Les activités des cercles se bousculent d'ailleurs au calendrier en cette fin d'hiver. Et au programme du mardi soir, il y a d'ailleurs plusieurs activités et soirées sur le campus de Louvain. Au cercle agro, mais aussi au cercle de droit, dans la salle chez Adèle. L'Adèle, comme on dit plus communément, ouvre ses portes pour des soirées chaque mardi et mercredi. C'est là qu'ont donc prévu d'aller Nicolas Robin et ses colocataires. Nicolas, qui n'a pas passé son adolescence en Belgique, est revenu dans son pays d'origine pour les études, loin de ses parents. Il a mis un peu de temps à trouver son équilibre dans sa vie estudiantine, mais pour sa deuxième année sur le campus, il a dégoté un chouette commu, pas trop grand, et même s'il se retrouve parfois un peu seul le week-end, sa famille étant à l'étranger, les liens entre les étudiants qui vivent sous le même toit sont plutôt bons. En ce 12 février, c'est d'ailleurs au même endroit qu'il décide de passer la soirée, d'abord aux Côtes pour certains, puis à l'Adèle, au cercle de droit. La soirée se passe, le groupe se forme puis se déforme au gré des conversations et des rencontres. À l'approche de la fermeture, vers 1h du matin, certains envisagent même de changer d'endroit, de poursuivre ailleurs. Et dans les vapeurs d'alcool, on se perd de vue, en tout cas, on perd Nicolas de vue. C'est ainsi qu'au moment d'aller se coucher au petit matin, personne n'a avec lui le jeune étudiant en kiné. Majeur et vacciné, se dit-on sans doute. C'est comme ça dans ces soirées d'étudiants, surtout au cœur d'un campus universitaire où tout le monde rentre à pied. Pas de quoi s'inquiéter, de prime abord. Ce n'est donc que le lendemain que ses cocoteurs, ses colocataires, se rendent compte que Nicolas n'est pas rentré. Ensemble, ils partagent leurs questionnements et ne sont pas rassurés. En confrontant leurs récits de leurs soirées respectives, une chose semble claire, Nicolas n'était pas en forme passé minuit. Peu probable qu'il ait décidé sur un coup de tête de faire une escapade. Les messages envoyés à leur ami pour demander des nouvelles restent sans réponse et son téléphone est sur messagerie. Bon, pas étonnant si sa batterie est à plat. Mais la journée avance et manifestement son téléphone n'est pas rechargé. Et Nicolas ne pousse toujours pas la porte du commu. Sa petite amie avec qui il forme un couple stable depuis 3 ans n'a pas de nouvelles non plus. C'est ainsi qu'en toute fin de journée, le 13 février 2013, en toute fin de soirée même, peu avant minuit, une de ses colocataires appelle le 112 pour signaler la disparition de Nicolas Robin, étudiant en kinésithérapie de 19 ans, que plus personne n'a vu depuis la sortie d'une soirée la nuit précédente. Malgré l'heure tardive, les policiers de garde décident de faire quelques vérifications, notamment sur les registres des hôpitaux les plus proches. Rien de ce côté. Les policiers se déplacent alors dès le mercredi soir au logement de l'étudiant pour rencontrer ses colocs inquiets qui ont appelé et qui, manifestement, sont parvenus à transmettre leur inquiétude. C'est une situation qui a alarmé assez vite. Ludovic Donte, enquêteur au service d'enquête et de recherche de la police locale de Tigny-Louvain-la-Neuve. Parce qu'on a une personne, un jeune homme qui est bien sous tout rapport, on va dire, qui n'a pas
du tout ce genre d'habitude de disparaître et qui inquiète fortement ses proches, donc ses amis, petits amis, compagnons de cocoteurs, etc. Et c'est l'inquiétude de ces gens-là qui, moi, m'impacte un peu, me fait dire, ok, là, il y a quelque chose qu'eux trouvent totalement anormal, et même si on peut être un peu blasé dans le travail, il y a quelque chose qui passe pas. Donc cette inquiétude-là, elle est à prendre en considération. Mais on est déjà pas mal d'heures après la réelle disparition. On vérifie dès ce moment-là son propre code, s'assurer quand même qu'il n'y ait pas un malaise chez lui, dans son logement. On y retrouve ses papiers d'identité, ce qui fait dire, bon ok, il est parti parti en grand projet, parce que ça arrive aussi des gens qui décident de disparaître, et on ne lui connaît pas de soucis particuliers, etc., de problèmes d'équilibre mental, de déprime, ce genre de choses, ou de soucis liés aux études ou quoi que ce soit. Et donc, il y a quelque chose qui reste inquiétant, puisqu'on n'a pas la moindre explication plausible qui tienne la route sur le fait qu'il est parti depuis 24 heures. Mais on a peu de moyens, évidemment, à ce moment-là, et en accord avec les gens qui sollicitaient, on reporte au lendemain matin d'autres vérifications s'il n'est pas rentré de la nuit. Les policiers conseillent donc aux proches d'attendre encore qu'une nuit passe, et la nuit passe. Et Nicolas ne donne toujours aucun signe de vie, aucune réponse aux nombreux messages. Le jeudi matin, cela fait 30 heures maintenant que Nicolas a disparu des radars. Plus question d'imaginer que ça puisse être normal, malgré la légèreté de la vie estudiantine. La petite amie a prévenu la tante, qui habite en Belgique. La tante a elle-même prévenu les parents de Nicolas Robin, qui sont au ski en cette période de vacances. Nous, on était au sport d'hiver dans les Alpes en France. Catherine Slix, maman de Nicolas Robin. Et j'étais appelée par ma sœur, qui avait été elle-même avertie par la petite amie de Nicolas, elle-même avertie par les cocoteurs qui la connaissaient, parce qu'apparemment, elle était venue régulièrement dans la coloc. Elle a prévenu ma sœur, puisque nous, on n'habitait pas en Belgique, et ma sœur n'a pas voulu nous alarmer trop vite, donc elle ne m'a pas appelée le mercredi soir, mais comme le lendemain matin, le jeudi matin, il n'était toujours pas réapparu, là, elle a pris la décision de nous avertir vers 7 heures, je pense. Et puis là, au départ, on se dit, calmons-nous, laissons pas la panique nous envahir. Il va réapparaître, il va répondre au téléphone, il doit être quelque part, chez un copain, une copine. Moi, je trouvais quand même étonnant, il y avait déjà 2 nuits à ce moment-là qu'il avait disparu en fait. Quand on reconstruisait l'histoire, quand on refaisait l'histoire, on se rendait compte qu'il y avait déjà la nuit du mardi au mercredi, puis que la nuit du mercredi au jeudi était déjà passée. Et donc en cours de matinée, l'inquiétude a commencé à monter sérieusement, et comme on voyait que les choses n'évoluaient pas, qu'il n'y avait toujours pas de traces de lui en fin de matinée, on a fait nos affaires, on a décidé de rentrer en Belgique. Les parents ont un long trajet à parcourir, d'autant que la météo est épouvantable. Averse hivernale en altitude et vague de froid chez nous aussi. Ce qui ajoute évidemment à l'angoisse d'une absence. Le jeudi, la disparition de Nicolas prend définitivement une autre dimension. Elle est officiellement qualifiée d'inquiétante, un avis de recherche est transmis aux médias et la cellule des personnes disparues est informée. David Rimeau, vous êtes commissaire à la cellule des personnes disparues de la police fédérale. On vous entend régulièrement pour éclaircir certains points plus généraux. Mais dans l'affaire qui nous occupe, vous étiez de garde. C'est donc vous qui avez engagé certains moyens spéciaux liés aux disparitions. Quand êtes-vous contacté et qu'est-ce qui se met en place ce jeudi-là ? Donc je me souviens quand j'ai reçu cet appel de la police locale de Tigny-Louvain-la-Neuve et qui m'ont fait part de cette disparition, les éléments inquiétants étaient présents, surtout par rapport au profil de Nicolas qui n'est pas le genre de jeune à fuguer et qui ne présentait aucun problème de santé ni de signes de dépression ou caractère suicidaire. Donc ici on était vraiment dans l'hypothèse d'une situation où Nicolas avait une absence qui était complètement inhabituelle par rapport à son profil. Il n'avait d'ailleurs pas honoré certains rendez-vous importants. On était aussi le jour de la Saint-Valentin. Il n'était pas là pour sa copine avec qui il avait une relation tout à fait stable. Et donc,
Je me suis rendu compte que la situation était inquiétante, raison pour laquelle j'ai demandé qu'on avise directement Child Focus, puisque Child Focus doit être avisé en cas de disparition d'un mineur ou d'un majeur de moins de 25 ans, quand c'est inquiétant. Et puis, on prend les mesures habituelles dans ce genre de situation, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui est traçable, en l'occurrence ici son GSM. Donc, une de mes priorités, c'était de voir où et quand le GSM avait été coupé. Lorsque je prends connaissance de cette disparition le jeudi, c'est clair que je pense directement aux moyens qu'on pourrait engager, tout en devant tenir compte évidemment de facteurs qui vont compliquer la situation comme la météo. Donc le jeudi, je ne peux pas engager l'hélicoptère. Concernant les fouilles dans le lac, là, on peut avoir à notre disposition le sonar de la police des voies navigables qui viendra de Zeebrugge, mais aussi évidemment la protection civile de Christney qui viendra avec un bateau et avec des plongeurs. Concernant les chiens, on a évidemment les bois, mais on est déjà 2 jours plus tard. Donc on va d'abord se focaliser dans les lieux directement accessibles par rapport à son lieu de disparition, c'est-à-dire le parking et le lac. La police locale poursuit quant à elle sa quête d'informations. On recherche les témoins, les dernières personnes à avoir vu Nicolas pour tenter de préciser l'heure et le lieu de sa disparition. Les colocataires sont entendus, ainsi que d'autres amis qui auraient croisé Nicolas après la soirée et ceux qui accompagnaient peut-être les amis. C'est de contacter toutes les personnes disponibles qui pourraient savoir quelque chose, de prendre le témoignage de toutes les personnes qui s'en inquiètent, d'aller chercher au-delà, en deuxième ligne, toutes les personnes dont ces personnes indiquent qu'elles pourraient peut-être savoir. Et en plus, on doit être... organisé et on ne peut rien laisser passer. Donc à chaque fois que quelqu'un est évoqué, il faut un contact formel, bien souvent une audition, même s'il n'a pas lieu tout de suite, mais il faut faire la nomenclature de toutes les démarches qui sont faites, tous les contacts, toutes les personnes identifiées, qui pour le moins ont pu répondre « je ne sais pas », et en espérant qu'une de ces personnes finira par dire « je sais ». Et ça permet d'aller assez vite, évidemment, retrouver les derniers moments connus et certains. Par qui a-t-il été vu en dernier? À quel endroit? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'il y a eu des incidents ou quoi que ce soit, etc. Et donc, on retrace évidemment l'avant-disparition pour essayer de comprendre pourquoi il y a disparition. Et puis, on commence à chercher évidemment les traces après-disparition. Peut-être que des gens l'ont vu sans savoir qu'il y avait un problème et ils reviendront après. Là, on perd sa trace vers 1h15 du matin, je pense. Le mardi soir, enfin la nuit du mardi au mercredi. Et ça devient très 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 compliqué d'avoir quelque chose de plus à partir de cette heure-là. Et l'ensemble de ces vérifications, ça prend du temps. Aller refaire sa chambre, par exemple, aller revérifier le code qu'il avait l'année avant. Parce qu'on peut avoir des réflexes comme ça de revenir sur... on peut avoir un problème mental, on peut avoir une maladie quelconque. C'est quelque chose qu'on connaît beaucoup avec les personnes qui ont Alzheimer, par exemple, mais pourquoi pas avec un jeune qui aurait eu un souci, une chute ou quoi que ce soit. Et donc, on va vérifier un peu plus loin, on vérifie les hôpitaux. Il peut avoir été pris en charge, on sait qu'il n'a pas ses documents sur lui. S'il est inanimé, il est pris en charge quelque part et personne ne sait qui il est. Donc on vérifie d'abord à Ottignies, bien sûr, on est à côté, mais on vérifie jusqu'à Namur, à Bruxelles, on élargit le cercle et on n'a rien, on n'a toujours rien. On va jusqu'à vérifier son domicile légal et qui est quand même éloigné d'ici. Et on trouve rien. Et ça augmente l'inquiétude qu'on peut avoir. Le temps passe. De toute façon, on n'a rien de positif qui arrive et à chaque fois qu'on fait une démarche, il n'y a rien de neuf qui vient donner un espoir, en fait. Pas d'espoir et des informations qui semblent se recouper et qui ne sont pas rassurantes. Un avis de recherche a été posté sur Facebook. Des témoignages affluent aussi par ce biais-là. Et selon eux, la dernière trace de Nicolas remonterait bien à la nuit de mardi à mercredi, vers 1h15 du matin, dans la rue Basse de Louvain-la-Neuve. Donc non pas en direction d'un autre lieu de fête après avoir quitté la DEL, mais plutôt sur le trajet de retour vers son commu. Ça semble clair, Nicolas Robin a disparu ce soir-là en tentant de rentrer chez lui via la rue qui longe le lac de la cité universitaire. Le vendredi 15, les recherches se poursuivent. Les parents de Nicolas Robin sont arrivés sur place après un trajet interminable en provenance de Tignes, dans les Alpes françaises. On est rentré dans la nuit du jeudi au vendredi. Catherine Slex,
maman de Nicolas Robin. Le vendredi matin, tôt, on est parti à Louvain-la-Neuve. Là, on était dans le bureau du recteur de l'université. Et oui, là, l'inquiétude était forcément de plus en plus vive, quoi. Nous, on commençait à visualiser où s'était passée la soirée, là où il avait passé la soirée, puisque sinon, on nous expliquait, on nous racontait au téléphone, mais voilà. Donc là, on s'est rendu compte que oui, pour aller de là à son côte, il fallait passer le long du lac. Donc pour moi, le lac est devenu rapidement une inquiétude, ça c'est certain. En même temps, il y avait pas... On avait très peu de pistes dans la mesure où ses copains, ils étaient sortis aussi, ils étaient ensemble, hein, mais ils avaient festoyé tous ensemble, donc ils n'avaient plus les idées très claires, ils s'étaient séparés aussi. Et on a vu d'ailleurs que Nicolas avait envoyé un SMS à un moment donné à un de ses copains en disant « mais t'es où ?» Enfin, voilà. Perdu, esseulé, Nicolas n'a pas le choix ce soir-là que de passer près du lac pour rentrer chez lui, un lac qui se trouve en contrebas de tout, une direction qui rend la marche plus facile, un lac qui attire en somme. On s'intéresse au lac dès le départ. Ludovic Donte, enquêteur au service d'enquête et de recherche de la police locale de Tigny-Louvain-la-Neuve. C'est-à-dire que l'accident lié à l'eau, une étendue d'eau, reste plausible pour quelqu'un qui est fragilisé pour quelque raison que ce soit. C'est le cas des personnes âgées par exemple, ça peut être le cas de quelqu'un qui a un malaise, ça peut être le cas de quelqu'un qui a trop bu. Eh bien, l'eau, c'est dangereux. Et donc le lac est très proche du dernier endroit où on l'a vu vivant et accompagné. Donc c'est une inquiétude. Le lac sera d'ailleurs visité, on va dire, par les bords très vite. Mais comme il y a lac, il y a eau, c'est très compliqué. Il fait dégueulasse. En effet, il fait très froid. Je crois qu'il pleut, il bruine. Et on fera usage d'un sonar monté sur un bateau pour tenter de sillonner l'ensemble du lac et de vérifier si on peut éventuellement découvrir un corps, parce qu'à ce moment-là, c'est ça qu'on cherche. Il faut être assez clair. Si on est autour du lac pour le lac, c'est que c'est déjà trop tard. Mais ça reste une démarche. On doit retrouver la personne qui est disparue, même si on envisage qu'elle est décédée, évidemment. Tous espèrent que le lac n'est pas la bonne piste, évidemment. Mais il faut vérifier, car la situation centrale de l'étendue d'eau dans cette histoire n'est pas le seul élément inquiétant. L'état du téléphone de Nicolas évoque lui aussi une éventuelle immersion. Les premières informations qui viennent de la police locale de Tigny, David Rimaud, commissaire à la cellule des personnes disparues de la police fédérale. Nous font savoir que le GSM de Nicolas est coupé. Le but de mon appel à Mobistar est de savoir où et quand le GSM s'est coupé. Et très vite, j'ai l'information que le GSM s'est probablement coupé d'une manière anormale, brutale, c'est-à-dire que la personne n'aurait probablement pas coupé volontairement son GSM. Quand on l'appelle, il est directement sur boîte vocale. Comment est-ce qu'on a cette information ? Tout simplement parce que techniquement, le GSM est toujours relié au pylône sur lequel il était connecté pour la dernière fois. Si la personne avait fait on-off, le GSM ne serait plus relié à ce pylône. Qu'est-ce qui pourrait justifier que cette coupure ne soit pas normale ? Soit le GSM de Nicolas s'est brisé parce que Nicolas l'a laissé tomber volontairement ou pas par terre. Soit malheureusement, ce qui arrive souvent dans les disparitions inquiétantes, c'est que cette coupure brutale est provoquée par le contact entre le GSM et l'eau. Couplé à cette coupure brutale, on va également analyser le secteur dans lequel le GSM s'est coupé d'une façon anormale. Et là, quand on reçoit la carte de Mobistar, il y a évidemment un endroit qui saute directement aux yeux. En fait, c'est que le secteur de coupure reprend quasi intégralement le lac et la zone où Nicolas a été vu pour la dernière fois. Tout ramène donc au lac. Mais en cette journée de vendredi, les conditions se compliquent. Le froid s'accentue encore, le lac se fige, se gèle. Il faut fendre la glace pour faire avancer le bateau. Et en fin de journée, le vendredi 15, ça devient trop compliqué. Les recherches sont suspendues. On donne rendez-vous aux équipes spécialisées, non pas le lendemain samedi, mais le lundi matin. Le week-end à attendre s'annonce interminable pour les proches. Pas question, impossible même, de rester sans rien faire avant la reprise des opérations le lundi. Donc on s'est préparé à passer un week-end. Catherine Slex,
maman de Nicolas Robin. Dont on savait que ce serait le plus long de notre vie. En attendant, Nicolas était toujours pas là. Donc, ce qu'on a fait à l'époque, c'est que nous, on s'est dit, mais on va jamais pouvoir passer ce week-end à attendre comme ça. C'est pas possible. On était chez les grands-parents, on logeait chez eux. Et donc, on a organisé, nous, avec nos amis, je pense qu'on s'est retrouvés à 50 ou à 60, des espèces de battues dans Louvain-la-Neuve, de recherche. On s'est organisé en équipe, enfin, on était voir partout. On a sillonné tout Louvain-la-Neuve, on a fouillé tous les coins, recoins, même sous la dalle, il y avait des chantiers, on était voir partout. Et le samedi et le dimanche. Et en fait, ça nous a aidés à tenir le coup. L'UNIF avait mis une salle à notre disposition pour qu'on puisse boire, on puisse se réchauffer, parce que, encore une fois, il faisait vraiment très, très, très froid. L'inspecteur Ludovic Donte, quant à lui, reste la personne de contact pour les parents. Joignable 24 heures sur 24, aussi ce week-end, presque surtout ce week-end, où les opérations ont été mises sur pause. Parce que, les parents, ce sont des gens qui sont en train de faire des tonnes de démarches et il leur faut un contact privilégié. Et le même, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, afin de, eux, communiquer quelque chose qu'ils auraient obtenu. Et d'un autre côté, à contrario, depuis la police, pouvoir leur communiquer ce que l'on va pouvoir découvrir. Ça, c'est toujours une enquête judiciaire, il y a des limites dans la communication qu'on puisse faire, mais on est là dans l'humanitaire. Et donc, je vous dis, la communication la plus essentielle qu'on va garder avec les parents tout ce temps, durant le week-end y compris, c'est on se bouge, on travaille, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, on n'arrête pas. Et on n'arrête pas, oui, les gens vont dormir, les équipes se relayent et le reste du travail continue. Donc ça reste la priorité du moment, mais voilà, on reste sur le coup. Et je plains énormément ses parents et ses proches qui, pendant autant de jours, doivent attendre. Et donc cette assistance, elle tient aussi de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. C'est de toute façon une situation détestable, humainement parlant, c'est vraiment intolérable. Et ça dure, beaucoup trop. Et le lundi matin, comme prévu, la météo est un peu meilleure. Les fouilles du lac peuvent reprendre dans une atmosphère on ne peut plus lourde. Alors les fouilles étaient programmées et on ne l'avait évidemment pas caché aux parents. On a l'inquiétude de le retrouver. Personnellement et avec les témoignages du week-end, oui, j'avais une très très grande crainte. Non seulement de le trouver dans le lac, mais de le trouver à peu près là où on l'a trouvé. Parce que les choses collaient trop bien. Et ce sont des renseignements qu'avec beaucoup de délicatesse, on va donner aux parents. C'est-à-dire, on peut garder l'espoir et on vous encourage à le garder. D'ailleurs, ça permet peut-être de tenir aussi, il faut tenir physiquement. Mais on les prépare. Nous, on est très inquiets. Qu'est-ce que ça doit être chez eux? On ne va pas nier les inquiétudes. Et donc, il faut parler vrai. Ces gens, les proches et les parents vont se retrouver au petit matin sur l'esplanade qui est face au lac. Et moi, personnellement, je vais avec une collègue, on va les accompagner, on va rester près d'eux. On va pas se mettre à chercher, on va pas se mettre à faire d'autres tâches policières. On va rester avec eux et au contact avec ceux qui cherchent. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a, de là où je suis, c'est-à-dire à côté des parents, je me rends compte de ce qu'eux voient, puisque je suis à côté d'eux, et je me rends compte en effet d'une certaine animation. On s'arrête à un moment donné, il y a des communications qui se font entre les gens dans l'eau et les gens hors de l'eau, et je me dis, aïe. Quand je me tourne vers la maman, je pense, elle a compris la même chose que moi, et elle dit aïe aussi. Et là, je lui demande d'attendre, et je vais me renseigner pour être sûr. Et en effet, là, mon boulot, c'est alors de m'assurer qu'on a une information fiable. Et on a bien trouvé quelqu'un, par exemple. Oui, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Et avant d'aller annoncer, on n'annonce pas un décès. On doit annoncer d'abord qu'on a trouvé un corps dans le lac. Puis on doit annoncer qu'il s'agit d'un jeune homme. Et puis nous, on obtient assez vite des certitudes parce qu'il est habillé exactement comme il a été décrit, etc. On ne retrouve pas son GSM, donc ce n'est pas un élément d'identification, il est sans doute dans l'eau. On ne retrouve pas ses papiers puisqu'il les a laissés chez lui, mais il y a suffisamment de certitudes qui permettront, avec l'accord du magistrat, certainement d'aller dire aux parents, voilà où on en est. On n'est pas à 100% certain, on est à 99%. Quoi. Ce qu'il faut de plus, c'est une reconnaissance visuelle des proches ou bien un test ADN. Mais à ce moment-là, les parents, moi, je partagerais qu'on est à peu près à 100% certain que c'est lui. Et on a un émotionnel, évidemment, énorme.
parce que ça fait très longtemps qu'on attend. La confirmation vient rapidement. Le corps est bien celui de Nicolas. Il n'a, semble-t-il, pas subi de violence avant de tomber dans le lac ce soir d'hiver. Depuis ce mois de février 2013, des aménagements ont été réalisés au bord du lac de Louvain-la-Neuve. Berges plus dessinées, murets, petites haies ou éclairages rendent désormais l'environnement plus net. Pas de quoi empêcher tous les accidents, mais une façon sans doute de réduire les risques. Les fêtes étudiantes ont évidemment depuis longtemps repris sur le campus. Les policiers espèrent de leur côté que les nouvelles générations pourront adopter de nouveaux réflexes. David Rimeau, vous êtes commissaire à la cellule des personnes disparues de la police fédérale. Cette triste histoire de Nicolas vous a donné envie de donner un conseil, notamment à quelques semaines de la rentrée universitaire. En fait, à la cellule des personnes disparues, on est confronté à différents phénomènes qui sont récurrents. Donc on a les cas les plus fréquents de disparitions inquiétantes qui sont les personnes âgées ou les personnes suicidaires, mais on a aussi un phénomène assez particulier qui est celui des adolescents ou des jeunes gens qui disparaissent le week-end principalement, après des sorties. Et on est face à des situations dramatiques où les jeunes disparus sont en général retrouvés après avoir été victimes d'un accident. Et quand on est face à des situations où l'environnement de la disparition présente des zones d'eau, eh bien, on a, comme on dit chez nous, ce cocktail de alcool, eau, disparition inhabituelle qui, en général, amène une issue dramatique. Et ce qui est flagrant aussi de constater, c'est que c'est rare qu'on est face à des jeunes filles qui disparaissent dans ces conditions. Pourquoi ? Il y a un phénomène naturel de protection qui fait qu'on ne va pas laisser cette jeune fille rentrer toute seule parce qu'en général, on a toujours peur de l'agression. Et un garçon, lui, paradoxalement, on va le laisser rentrer tout seul parce qu'il peut même parfois être agressif aussi. Et donc le conseil que l'on peut donner à notre niveau, au niveau de la cellule des personnes disparues, et ce conseil vaut aussi bien pour les garçons que pour les filles, c'est que lorsqu'on sort ensemble, eh bien on rentre ensemble et on fait attention les uns aux autres. La famille de Nicolas a quant à elle fait poser une sculpture en mémoire de leur garçon. Ni moralisatrice, ni sinistre, une petite trace de Nicolas plane et ondule désormais à la surface du lac. Quand les travaux ont été terminés quelques mois après, on se rendait compte que ce lac était si beau et que les gens allaient revenir s'y promener. En plus, juste à hauteur de l'endroit où on a mis la sculpture, qui est l'endroit où on a retrouvé plus ou moins approximativement l'endroit où on a retrouvé Nicolas, il y a une espèce de petite esplanade avec des bancs. C'est une aire de repos en quelque sorte pour les promeneurs et on se disait qu'on ne pouvait pas imaginer que les gens s'asseyent sur un banc, regardent le lac sans savoir qu'il y avait quelque chose qui s'y était passé. Donc on voulait faire quelque chose pour évoquer ce qui s'était passé, mais sans être précis et sans que ce soit quelque chose qui soit sombre, qui génère des idées négatives. Eh bien, je suis tombée finalement sur une artiste qui s'appelle Brigitte Danse, qui fait des sculptures qu'on a trouvées tout de suite très belles. Quand on les a vues, on se dit « Ah, mais ça, on pourrait imaginer parce que c'est léger, c'est aérien. » J'ai tout de suite appelé quelqu'un, l'architecte de l'université qui était la personne qui allait pouvoir nous accompagner dans cette démarche, et tout le monde était séduit. Et la sculpture, c'est simplement une forme, c'est la forme d'une silhouette, un peu, je dirais comme d'un personnage un peu grand, dégingandé, on dirait qui sautille. Mm-hmm. Et en fait, Nicolas était grand, assez mince, et avait une démarche comme ça un peu sautillante, un peu comme s'il était monté sur un petit ressort. Ça n'évoque pas spécialement un drame. Et voilà, la sculpture est toujours là et on a toujours grand plaisir à aller se promener et passer un petit moment, comme on dit avec Nicolas. La dernière fois que j'y suis allée, il y a un mois et demi, il y avait un nid, un gros nid, posé sur le socle, des poules d'eau qui se sont installées là. Donc, je me dis, voilà, Nicolas a de la visite. C'est plutôt sympathique. Et ça nous a quand même... c'est quand même quelque chose qui nous a un peu réconcilié avec la vie. J'y pense à chaque fois que j'y passe ou même quand je suis proche. C'était une situation assez pénible au niveau humain,
Et puis on partage une partie en tout cas de la peine des parents et des proches. Et donc oui, cet aménagement, cette stèle, je l'aime bien parce que elle n'a pas un objet de prévention, de dramatisation, etc. Elle a un objet de légèreté. Elle dit ok, il s'en est allé par là et dans l'eau. Ça alerte quand même, mais en même temps d'une manière légère. C'est beau l'eau, mais c'est dangereux, c'est vraiment ça. Et puis ça reste un peu de la vie. Quand on perd quelqu'un, tout ce qui nous reste, c'est le souvenir. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, j'imagine. Et sur la plaque en acier, sur la berge, face à la sculpture, quelques mots de Pierre Rapsat. Tous les rêves que l'on a partagés à Nicolas. Merci à vous pour votre écoute. Pour rappel, tous les avis de recherche diffusés par la police fédérale sont à consulter sur le site police.be. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ainsi que toute la série avis de disparition sur notre application Ovio.